Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Radio Circulable. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jessica Wainwright. Bonjour Jessica, Bonjour Brieux, ça va? très bien. Alors, c'est un petit peu spécial pour moi parce que, Jessica a la particularité d'être une ancienne de Circulable, mais elle a fait des trucs super stylés, depuis son passage, chez Circulable et donc c'est pour ça que je suis hyper content de pouvoir, échanger sur, ton parcours, évidemment avant, Circulable et puis surtout depuis, que tu es passé, parce que, on suit, chez Circulable tes aventures, attentivement et quand on a échangé par mail l'autre jour, je me suis dit que c'était le bon moment pour, que tu puisses prendre le temps de nous raconter tout ça. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, moi c'est, Jessica Weinreb. J'ai, cofondé Au Carré, qui est une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, Mmh. dans le numérique. Donc en fait, notre objet, il est plutôt social et on va accompagner des personnes, en transition professionnelle à accéder à des opportunités de travail dans le numérique et ouais. On va Oui, détailler ça un petit peu plus, oui, un peu plus tard, mais justement ce qui m'intéresse, c'est avant oui. d'arriver, au résultat d'Au Carré, c'est vraiment, juste découvrir ton parcours, d'autant plus que tu as commencé, dans un grand groupe industriel, et puis finalement tu as eu une sorte de déclic, avec, le passage, chez Unpurpose. Mmh. Je te laisse peut-être tout simplement raconter tout ça. Bah, carrément. Alors effectivement, voilà, j'ai démarré ma carrière dans un grand groupe international. Je ne sais pas si on peut parler de déclic ou si c'est plutôt un process sur plusieurs années. C'est-à-dire que, voilà, j'ai suivi, une voie plutôt classique, d'études, de trouver un premier job, de monter aussi dans la boîte dans laquelle j'étais jusqu'à arriver à un niveau où, j'avais atteint un peu finalement cette image de la réussite que je m'étais faite en me disant: «Bah, voilà, il faut, je sais pas, je voyageais beaucoup, donc j'étais souvent en déplacement professionnel, dans plusieurs pays, à travers le monde et en fait, un jour, je me suis dit que enfin, c'est pas forcément un jour, mais c'est plutôt un temps où, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant et que finalement, hem, dans mon quotidien, j'avais pas déjà le sens que je cherchais en fait, donc il y avait une sorte de manque de sens ou en tout cas de recherche de sens de ma part, mais aussi, toutes les valeurs, auxquelles je crois, dans mon quotidien, celles que j'appliquais le week-end, pendant mes vacances, voilà, d'un point de vue social, mais d'un point de vue environnemental aussi, donc en tout cas être engagée, mes engagements personnels, finalement je les mettais pas là où, enfin tout le temps que je consacrais à mon travail, quelque part je n'allais pas en contribuant à ces valeurs-là et à apporter ces valeurs-là et donc voilà, ça a été un moment où je me suis rendu compte que finalement, je donnais ce temps qui était quelque part la chose la plus précieuse que j'ai, hem, au profit voilà, d'une organisation, d'une activité dans laquelle je n'étais pas, à laquelle j'étais pas complètement convaincue, et donc avec une décision effectivement de finalement me rapprocher de ces valeurs-là et de donner ce temps à une activité qui me permet de m'engager vers quelque chose en lequel je crois. Et donc ce cheminement, Mmh, je si je ne me trompe pas, on doit arriver vers 2019. À ce moment-là, tu te dis: «Bah, tiens, il y a ce programme, Unpurpose, oui. qui doit, j'imagine, répondre à tes questions». Peut-être que tu peux rappeler, pour ceux et celles qui connaissent pas forcément Unpurpose, qu'est-ce que c'est comme Ouais. programme? Donc en fait, On Purpose, c'est un programme qui est, destiné à des personnes qui ont déjà une certaine expérience de professionnelle, donc qui ont voilà, qui ont déjà pu travailler dans leur vie et qui cherchent à mettre du sens dans leur travail. Donc avec, un programme bon, c'est un programme assez, spécifique avec 2 temps, de placement. Donc on appelle ça des placements, mais en fait, c'est 6 mois, dans une entreprise. Et des cours en parallèle, à la fois des cours, des témoignages, des rencontres avec des personnes de l'ESS et donc c'est des petites promos. Ce qui était très intéressant avec On Purpose, c'était qu'on était finalement, avec une promo de personnes qui s où nous nous posons les mêmes questions
de, comment se rapprocher de ses valeurs, comment mettre du sens dans son travail et donc avec, énormément de finalement de oui, de temps d'échange et de temps de projection aussi, d'introspection, mais d'échange aussi sur, comment on peut construire un monde meilleur, en fait. C'était un peu ça l'idée. Hem Et donc effectivement, dans le cadre d'On Purpose, l'un des 2 placements était chez Circulum et donc avec une super expérience, chez toi. Ouais, tout à fait, ouais, c'était cool parce qu'en plus, tu arrivé, je pense que c'était vers le mois d'octobre 2020, Oui, donc en plein covid, oui. super période. Et oui, je crois que tu es resté jusqu'au mois de ouais, novembre à avril, je pense, 2021. Et donc à ce moment-là, effectivement, tu t'occupais de la communauté, chose dont Justine s'occupait depuis, allez, 2016-2017. Effectivement, on cherchait la perle rare pour, prendre la suite de Justine là-dessus. Et puis, bah, oui, tu as fait ces 6 mois. Est-ce que il y a des choses que tu veux évoquer sur ce passage ou? Et bah, c'était une excellente expérience, une super expérience et j'ai, C'était partagé. bah, après voilà, on en avait déjà débriefé, mais j'ai beaucoup apprécié travailler avec vous 2 et c'est vrai que le projet que vous portez, enfin, déjà vous en êtes, intimement convaincus, enfin ça vient de votre cœur et on le sent quand on travaille, chez vous. C'est voilà, vous êtes engagés à 2000 là-dedans. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était, à l'époque, donc comme je venais de l'économie classique, je peux dire, de voir à quel point des personnes peuvent être engagées dans un projet et y croire et se dire que finalement, avec vos petites mains, vous pouvez changer des choses dans ce système, dans ce monde, et d'y croire et le fait d'y croire et de s'y mettre, ça a un impact. Donc voilà, à la fois avec, cette communauté, à la fois avec, tout ce que vous mettiez en place aussi auprès des clients, donc avec tout un alors, je sais pas si je vais rentrer dans le détail, mais tout le business model, Canva que vous proposiez aussi, les jeux avec, donc toute cette finalement, c'était une ouverture vers d'autres possibilités et ça m'avait vraiment marqué, oui, à quel point finalement, on n'a pas besoin d'être des milliers dans une organisation pour réussir à faire changer quel certaines choses, en fait. Ouais, c'est cool, bah, content que tu en aies retenu tout ça, mais tu avais eu aussi un autre passage, Oui, juste avant Jeune Purpose et de souvenir, c'était sur, de l'inclusion, au digital déjà, non? oui, Ouais? exactement. Ouais, c'était, dans la place des femmes dans la tech, OK, donc c'était chez, Social Builder, OK. voilà, porté par Emmanuel Larocque et en fait, pareil, enfin, impressionnant de voir à quel point les personnes étaient engagées dans ces organisations-là et surtout l'impact qu'on peut avoir, même en tant que petite organisation, par rapport, au type d'organisation dans lequel j'étais auparavant. OK. Et donc à la fin de ta période de purpose, je crois qu'avec Justine, on t'avait dit: «Bah, si tu veux rester, c'est avec plaisir», mais tu t'es dit: «Non, non, moi j'ai d'autres choses, je sais pas trop quoi». Enfin, je crois que tu as eu un moment de réflexion, plus ou moins long. Mmh, On en avait reparlé pendant l'été qui a suivi. Tu me dis: «Je commence à avoir une idée». ouais. Et puis après, on t'a vu, t'envoler donc avec Au Carré. Donc maintenant, effectivement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'activité d'Au Carré? Oui, mais effectivement pour moi c'était une quelque part c'était, comment je peux dire? Logique en fait, c'était la continuité de ma carrière ou de mon engagement que de me lancer, enfin que de lancer une activité en fait. C'était important pour moi aussi d'être entrepreneur, de tester ça parce que Ouais. ça faisait des années que ça faisait partie de mes projets. Hem Et finalement le fait de faire tout ce processus, m'a amenée à ce moment-là où je me suis lancée et j'ai osé, voilà, déconstruire aussi, certains, a priori, certaines barrières que je pouvais avoir. Et donc effectivement, j'ai cofondé alors la date officielle, c'est le 15, avril, 2022, donc Au Carré a 3 ans, aujourd'hui. Bravo. Mais Bon on a anniversaire. commencé merci.
On a commencé à travailler sur Au Carré, dès septembre 2022, ouais. Non, 21. 2021, oui. Mmh. 2021, on a commencé à travailler avec mon associé, sur la construction de ce modèle, Au Carré. Parce qu'en fait, Au Carré, qu'est-ce que c'est? Donc c'est, comme je le disais dans les grandes lignes, c'est accompagner des personnes qui n'ont pas accès aux métiers du numérique, à accéder à ces opportunités de travail-là. Et donc pour ça, ça nous a mis 6 mois à réfléchir à quel modèle, faire. Donc, d'un point de vue business, puisque c'est important, hein, même en tant que structure de l'ESS, d'avoir une certaine, certains revenus, une certaine rentabilité qui nous permet de poursuivre l'activité, Bien sûr, oui. puisqu'on voilà, ça c'est essentiel. Tout en ayant, cet enjeu social qui est le nôtre, qui est notre raison d'être, en fait. Donc finalement, les revenus nous permettent de contribuer à cette action sociale qu'on a, avec une certaine ambition. Et donc on a passé 6 mois à vraiment travailler là-dessus. On a été accompagné par un startup studio qui s'appelle Éclosion, Mmh. qui accompagne des entrepreneurs sur des projets, à impact environnementaux et sociaux aussi. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que, voilà, dans une optique de changer finalement l'écosystème des entreprises, en France. Et donc on a monté Au Carré. Au Carré, c'est pour les bénéficiaires. Donc je vais me mettre que dans la peau d'un bénéficiaire. C'est 3 étapes. Première étape, on va identifier sur le terrain les personnes qui ont les compétences, les capacités pour devenir des futurs développeurs no code. OK. Donc c'est des personnes qui osent pas forcément s'imaginer pouvoir travailler dans ces métiers-là, ou voilà, qui peuvent avoir des freins aussi à se projeter sur ces métiers. Heu, Plus des freins psychologiques ou oui, ou pour prendre quelques exemples, il peut y avoir un certain type, d'a priori sur, qui sont les personnes qui sont des développeurs. Il faut être bon en maths, il faut être, peut-être, un homme, voilà. Donc il peut y avoir ce genre de stéréotypes. Et donc, on va, pouvoir aller capter des publics qui se projettent pas forcément dans ces métiers, donc des publics féminins, des publics, par exemple en décrochage scolaire aussi, des publics, avec un handicap, des, bénéficiaires de la protection internationale. Donc on va vraiment être sur des publics hem, qui osent pas, quelque part, j'allais dire rêver, leur projet professionnel, ou qui osent pas se dire qu'elles sont capables de mmh. faire, voilà, d'aller, vers ces métiers-là. Ouais, les gens se mettent des barrières un peu facilement. C'est ça, des barrières, parce que, c'est aussi, heu, finalement, c'est un processus, c'est une éducation que de se dire: «Je suis capable de». Et donc il y a certains moments de la vie où, enfin certains moments de la vie où voilà, enfin suite à certains échecs, on peut être confronté à se dire qu'on n'en est pas capable. Et donc, voilà, nous, notre objectif, c'est d'identifier les profils qui ont toute leur place, en fait, dans ces métiers, et ensuite on les forme. Ouais. Tu avais une question J'étais là peut-être? justement, donc ça, c'était la première truc et tu as enchaîné sans que je te le lance, donc c'est Oui. parfait. Excuse-moi, continue. Et bah, une deuxième étape, donc on a un organisme de formation, dans lequel on va former, les personnes à devenir développeurs no code. Mmh. Alors c'est une formation technique de 3 mois, mais c'est aussi, tout au long de ces 3 mois-là, on va travailler avec les personnes sur, la reprendre confiance en elles. En fait, on va les accompagner à reprendre confiance en elles. Donc ça va passer par plein de choses, par travailler sur le projet professionnel, se projeter sur un métier de développeur, mais aussi, ça va passer par de la bienveillance, par de l'écoute, voilà, travailler sur soi. Donc on va proposer des cours de yoga, on va proposer, des ateliers, de l'accompagnement sur, de la posture professionnelle. Donc, prendre la parole en public, la communication non violente, demander des feedbacks à son manager, et toutes ces choses-là mises bout à bout font qu'au bout des 3 mois, les personnes reprennent à la fois confiance, mais en elles et dans le système, hein, dans le système professionnel, ou oui. Et et aussi, hem et aussi de se dire qu'elles sont capables, enfin voilà, qu'elles se projettent dans ce métier-là, et qu'elles ont les codes du métier. Il y a ce côté-là, il y a le côté aussi, appartenir à un groupe. Donc le fait d'appartenir à un groupe, d'être
existants dans ce groupe-là, d'apporter quelque chose au reste du Ouais. groupe. Voilà, remet, les personnes dans une dynamique, de retour à l'emploi, de voilà, de resociabilisation aussi pour certains. Donc là, du recrutement, de la formation et tu Et évoquais ouais, 3e étape, on embauche, une partie des personnes dans notre entreprise d'insertion, OK, qui excellent. est une agence de développement. Donc c'est une agence de développement numérique, donc on développe pour des clients, des applications en no code. Les clients, c'est vraiment, voilà, on va avoir, tout type de structure, à la fois des entreprises, des très grosses, des multinationales, des PME, dont on va travailler avec du public, du privé. Donc on est une agence de développement. Hem, Exemple de quelques clients peut-être pour, pouvoir se projeter, là, on a travaillé avec l'éducation nationale. On a développé, donc les équipes de développeurs ont, développé une application, un prototype qui permet à l'éducation, nationale, de, évaluer les établissements scolaires. OK, Voilà, donc on fait en no code, et c'est une salariée en insertion qui a participé au développement de l'application. OK, excellent. Et donc la boucle est bouclée puisque finalement la personne, la salariée en insertion est une personne qui a fait la formation, qui a donc, acquis des compétences et qui travaille pour son premier client, qui a cette première expérience professionnelle dans le numérique et à l'issue du contrat avec, avec l'éducation nationale, donc c'est un contrat de régie, hein. À l'issue de ce contrat-là, la personne a été embauchée par l'éducation nationale et aujourd'hui elle est en CDI là-bas. OK, excellent, Voilà. super, super histoire. Et alors attends justement, peut-être pour ceux qui connaissent pas forcément le no-code, est-ce Oui. que tu peux nous dire, bah, déjà, toi, comment tu as découvert le no-code et puis surtout, beh, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ouais. Alors le no-code, on l'utilise beaucoup, mais on ne sait pas forcément qu'on utilise du no-code parce que c'est un terme, finalement qui est pas, toujours, utilisé, partout. Le no-code, je l'ai découvert, bah, justement, chez Social Builder et chez Circulab Ouais. parce que, finalement, c'est des outils numériques qui s'adaptent très bien, à des activités où il faut, développer rapidement, voilà, pouvoir tester. Donc le no-code, en fait, c'est des solutions où on n'a pas besoin de connaître de langage de programmation pour pouvoir, bah, développer des applications complexes qui vont répondre à des vrais besoins d'entreprise. Et donc à l'époque en 2019, quand j'ai rejoint Circulab, le no-code, vous l'utilisiez, bah, pour gérer l'activité. En fait, il y avait énormément de choses qui étaient faites en no-code. Et si tu Heu, savais comme on a voilà. on en fait encore plus maintenant. Ah bah, j'imagine parce que c'est ultra puissant et donc Mmh toi, mh. enfin, c'est surtout toi qui avais développé, Alors, je le fais beaucoup moins, ouais, mais à l'époque, ouais, je bidouillais, ouais. ouais, tu bidouillais, mais tu es monté en compétence Mmh tout mh. seul, sans avoir, finalement cette formation de développeur, Mmh mh. no code. Alors, aujourd'hui dans le no code, ça se professionnalise, hein. Il y a à la fois les citizen développeurs, donc ces personnes qu'on appelle citizen développeurs, qui sont des personnes qui vont, comme tu dis, bidouiller, donc c'est voilà, c'est typiquement ton profil. Et on va avoir une professionnalisation aussi, du métier avec des développeurs qui vont pouvoir travailler dans des entreprises et qui ont, toutes la connaissance, du métier, à la fois des bonnes pratiques. Donc par exemple, nos développeurs, suivent, enfin sont encadrés par un chef de projet, ils vont suivre un cahier des charges, ils connaissent, toutes les pratiques de développement, et de développeurs, donc avec la documentation, mettre en place une documentation, suivre aussi des workflows et cetera. Donc l'objectif, c'est aussi de professionnaliser le métier pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises, dans le cadre, donné par, l'ASI, par exemple. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein d'outils, alors, on va pas les citer parce que ça leur ferait trop de publicité et je pense que les plus connus sont pas forcément, les plus intéressants d'un point de vue résilience, numérique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, mmh, il y a plein d'outils qui se développent, mais qui rendent la chose de plus en plus accessible, mais Mmh. qui rendent aussi, ceux qui l'utilisent de plus en plus dépendants, des outils et tout. Donc ça, je pense que c'est assez, génial. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est de dire, la tendance de développement de nouveaux outils est telle, avec en plus l'arrivée de l'IA et cetera,
que, enfin, être développeur dans le domaine, ça doit être, sacrément compliqué parce qu'en fait, d'une semaine à l'autre, tu as des paliers qui sont franchis, c'est assez incroyable. Oui, oui, la technologie va très vite. Tu citais l'IA, voilà, il y a quelques mois de ça, finalement, on l'utilisait pas tant que ça. Enfin, je dis quelques mois, ça fait maintenant, quelques années, mais oui, ça va très vite. D'où l'importance aussi, pour, en tout cas dans la formation qu'on apporte sur le métier de développeur. Donc là, je parle pas du citizen développeur qui, pour répondre à son besoin, va aller chercher, Ouais, à se l'info, former sur tel outil spécifiquement ou telle fonctionnalité. Là, en fait, nous, dans la manière dont on va former nos développeurs, on les forme aussi à une compréhension, à une logique, donc ils sont en capacité de changer d'outil et j'allais dire de toute façon pour, toutes les personnes qui travaillent dans le numérique, pour tous les développeurs, c'est extrêmement important de rester, informé, de continuer à se former tout au long de sa vie parce que ça va très, très vite, peu importe le langage de programmation, peu importe, le logiciel, il y a enfin c'est nécessaire en fait d'être intéressé et de continuer à se former tout au long de sa vie. mmh Hem Et après peut-être juste pour ajouter sur mmh, la dépendance aux outils, ouais, effectivement ça va vite. On a pu constater entre, quand on a créé Ocaré il y a 3 ans et aujourd'hui, certains outils no code qui, j'allais dire qui ont disparu ou en tout cas qui sont moins, mis en avant, moins utilisés. D'où l'importance aussi, en tout cas pour nous, d'être vigilants sur le choix des outils mmh mh. qu'on fait et sur lesquels on forme et qu'on utilise dans les entreprises pour assurer justement cette pérennité à long terme, parce que pour une entreprise, c'est impossible de changer, tous les, 5 ans, Bien de sûr. d'outils donc Surtout ce qui est intéressant, c'est que, depuis quelques mois, pour le coup, j'aperçois de plus en plus de solutions open source mmh, qui se développent, qui peuvent être auto-hébergées et cetera. Donc ça, c'est plutôt encourageant et puis ça répond, au tout à point que fait, tu viens de soulever, quoi. tout à fait. Bah, on a, sur nos clients, organisations publiques, on a, par exemple un outil, qui est, open source et qu'on utilise, Ça, tu peux le citer alors. ouais, je peux le citer. Grist, qui s'appelle Grist OK. et voilà qu'on utilise dans ce cadre-là, et qui Mais donc correspond que vous mettez directement sur leur serveur ou c'est su ça, ouais. c'est ça. Bah, après on est sur des solutions, utilisées par l'État, Bien sûr, par des organisations publiques, donc c'est effectivement de toute façon, pour, la souveraineté des données aussi important que l'hébergement soit fait sur leur serveur, donc oui, il y a des outils et de plus en plus d'outils no code open source qui sont utilisés et qui sont tout aussi performants que les autres outils, ouais, c'est ça qui est ouais. incroyable aussi, c'est que autant l'open source parfois, sur certains domaines, on peut se dire: «Bon, bah, c'est open source, donc c'est moins bien, moins performant». Mmh Mais mh. là, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que ça devient tout aussi puissant, je pense à n8n Oui, ou des alternatives à Airtable, dont j'ai oublié le nom déjà, mais je suis vraiment, agréablement surpris, quoi. oui. Oui, N8N, oui, c'est assez impressionnant, on utilise beaucoup XAR aussi, alors ça, c'est pas open source, mais c'est français. Mmh. On est partenaire de XAR, donc avec une, j'allais dire une, certaine puissance et pérennité aussi. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, de l'outil. Donc voilà, en tout cas, le choix de l'outil avant le démarrage du projet est important parce qu'il doit à la fois répondre aux besoins du client, hem et en même temps avoir cette, enfin voilà, on se doit en tant que professionnel, du métier de proposer une solution qui soit pérenne dans le temps et qui réponde aux attentes. Ouais, tout à fait. Mmh. Et justement, je te propose de revenir, aux bénéficiaires, Oui, de Carré. Tu nous as déjà parlé d'une belle histoire, mais au bout de 3 ans d'activité, comme tu disais tout à l'heure, quelles sont soit ces belles histoires que tu aimerais nous raconter ou vos principaux impacts, ce que tu voudrais, tout simplement défendre aujourd'hui? oui. Hem
Alors, ce que je veux défendre, il y a beaucoup de choses. Mais oui et en termes d'impact aussi, il y a pas mal de choses. On a effectivement en 3 ans, on a beaucoup appris déjà, parce que, ce modèle-là, donc d'avoir cette formation de 3 mois préalable à l'embauche, c'est quelque chose dans lequel on croyait. C'est-à-dire que, proposer une formation, c'est bien, proposer un emploi, c'est bien, mais proposer une formation qui permet de monter à un niveau de qualification qui, permet à des personnes, voilà, qu'on va appeler éloignées de l'emploi, d'accéder à un métier, qualifié. Ça, on s'est rendu compte que c'est extrêmement puissant parce que déjà, les personnes arrivent dans l'entreprise en connaissant le projet, en sachant exactement ce qu'elles veulent, en ayant validé ce projet-là, en ayant repris confiance en elles. En étant engagé et côté client, en fait, on a, des personnes qui sont déjà opérationnelles. Donc c'est-à-dire que dès le premier jour, de travail, en fait, bien sûr, elles continuent à monter en compétences, mais elles sont opérationnelles, elles sont ultra motivées. Pour raconter une petite anecdote comme ça, on a, la DSI d'une entreprise qui est venue nous rendre visite, voilà, pour, découvrir un peu, notre manière de fonctionner et donc tu as une personne de la DSI qui entre dans la salle de formation parce qu'il s'intéressait en fait à de voir un peu le type de projet sur lequel travaillaient les apprenants. Donc il passe, voilà, un peu de temps, dans la salle à naviguer entre différentes personnes et et il en sort et il vient me voir en me disant: «Non mais, là j'ai un poste de libre, en fait, j'ai besoin de quelqu'un. Je vais prendre quelqu'un de chez vous parce que enfin je vois des personnes motivées qui ont envie, qui ont les compétences et heu et qui sont, voilà, qui sont contentes d'être là, en fait» Ah ouais, et parce donc qu'en il a fait, dans ouais. ces équipes, ils sentaient une démotivation ou? C'est non, pas dans ces équipes, mais plutôt dans les recrutements, en fait, dans les recrutements avec, enfin, moi, je veux pas faire une généralité parce que voilà, chacun est différent aussi, mais en tout cas, il y a ce peut-être, dans les entretiens de recrutement, en tout cas, c'est ce que j'ai pu, entendre aussi, de la part des DSI qui souhaitent recruter, il y a une certaine, voilà, la concurrence fait que, les développeurs peuvent se permettre Bien sûr. d'être plus exigeants, voilà. Ouais, on parle parfois de mercenaires qui vont changer de job tous les 6 mois ou 12 Voilà, mois et exactement, cetera. de Ouais, faire tout à jouer fait. la concurrence et donc effectivement, des personnes qui sortent de la formation chez nous, en fait, on leur donne cette chance. Enfin, quelque part, ils considèrent qu'on leur donne une chance, et sont dans une posture complètement différente et donc avec, oui, une motivation telle que, voilà, ça a fait craquer, le le DSI qui était venu et qui effectivement a travaillé ensuite avec une personne qui est sortie de la formation. Donc il a fait passer les entretiens, il a choisi, une personne. Et donc pour tout ça pour dire qu'effectivement le modèle, formation, où on les fait vraiment monter en compétences avec, l'emploi derrière, c'est quelque chose qui n'existait pas avant au Carré. Enfin en tout cas, on l'a pas vu dans l'insertion de cette manière-là et voilà, ça nous a valu, de nous retrousser les manches aussi parce qu'il y a eu certains moments où on a senti un peu de résistance, parce que c'est un modèle qui était pas, qui était pas, existant et aujourd'hui, on le regrette, pour rien au monde et on en voit les bénéfices donc ça, c'est quelque chose, de très intéressant. Ensuite Et ouais. alors attends, juste pour qu'on comprenne bien le modèle d'au carré, donc vous avez, l'organisme de formation, Mmh. mais les, comment dirais-je? Les bénéficiaires vous rémunèrent pas forcément pour la formation, c'est pris en charge par qui? Oui, c'est totalement gratuit pour les bénéficiaires, et c'est pris en charge par différentes organisations donc voilà, on peut être subventionné par, le département, par exemple, par France Travail. Là, on est en train d'aller voir si l'Europe peut également, OK, nous excellent. aider, donc au travers de la région. Parce qu'on est sur des publics éloignés de l'emploi, qui n'ont pas, enfin, ils n'ont pas forcément de CPF, ils n'ont pas forcément la Bien sûr. possibilité de financer eux-mêmes la formation, donc c'est important pour nous aussi de leur proposer gratuitement cette formation.
Hem, En plus, ce qui est génial, c'est mmh, qu'avec, les plusieurs promos, j'imagine que vous avez je sais pas combien de promos vous êtes rendus déjà, mais, surtout par créneau de 3 mois, mais, vous devez avoir de plus en plus de retours d'expérience et de plus en plus d'éléments pour convaincre. oui, oui et puis aujourd'hui donc on a 3 promos par an. C'est du 100 présentiel, hein, c'est important, ça fait partie de l'accompagnement. Avec 16 apprenants, ce sera toujours, maximum 16 apprenants, on dépassera jamais parce que c'est ce qu'il faut pour à la fois créer un esprit de groupe, et en même temps avoir le temps, individuellement de travailler avec chacun. Ouais. Et donc ça, on a aujourd'hui un taux de sortie à 70 de donc quand je dis sortie, ça veut dire, personnes qui trouvent un emploi, ou une suite de formation, qualifiante à la suite de la formation. Voilà, à 6 mois après la fin de la formation. Donc 70 des personnes, trouvent enfin en tout cas se remettent dans une optique, de retour à l'emploi ou de formation et ça, avec les publics finalement enfin c'est je dirais que c'est assez impressionnant comme chiffre parce que, voilà pareil pour raconter l'histoire d'une autre personne, on a, une personne qui avait pas travaillé depuis, 15 ans, 15 ans ouais. 15 ans et à l'issue de la formation le fait de reprendre enfin c'est tout bête, hein, mais de reprendre des horaires, Mmh. voilà, il y a des horaires à respecter, il y a, faut être, présent aussi, enfin intellectuellement présent, toute la journée, et donc ça les premières semaines, c'était dur pour lui Ouais, j'imagine, et à l'issue des 3 mois, bah, voilà, il a retrouvé un emploi génial. dans une autre structure d'insertion, donc sur un chantier d'insertion. Ouais. Mais voilà, réussite, en tout cas réussite, pour nous, pour lui, que de se dire, finalement en 3 mois, il a réussi à se remettre dans cette dynamique, et se remettre, dans un emploi aussi. Ouais, c'est top et finalement, si je reprends sur, la question du business model, donc vous avez, cette activité de formation. Mmh. Vous avez aussi, les prestations comme tu l'as évoqué. Hem, donc là, c'est une presta enfin, c'est un modèle qui est assez classique finalement. Vous faites de la prestation pour, des entreprises. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres, sources de revenus ou c'est les 2 principales? En fait, on a effectivement cette activité formation, donc avec son propre business model. On a une activité, donc ce que j'ai appelé agence tout à l'heure, qui est une entreprise d'insertion. Donc on a un statut, un agrément d'entreprise d'insertion et là, on va vendre des prestations soit au forfait, soit en régie. Donc Mmh. on peut, voilà, on peut également, répondre à des besoins, d'entreprises, d'ESN par exemple, entreprises du numérique. Hem et et en fait, c'est un sujet, donc le fait d'avoir l'agrément entreprise d'insertion fait que les personnes qui sont, salariées en insertion vont pouvoir, contribuer chez les clients à, par exemple, répondre aux clauses sociales qui peuvent être présentes dans les marchés publics, peuvent contribuer également à, atteindre des objectifs, en termes de RSE, pour les entreprises. Donc c'est voilà, finalement, on a ce modèle-là d'avoir une agence qui a l'agrément entreprise d'insertion, nous permet effectivement de répondre à des enjeux au-delà de l'enjeu, du besoin, de développer l'application, du besoin d'avoir un outil numérique, un enjeu, répondre à des critères sociaux. Mmh mh. Ouais. Et ça, c'est top parce que, disons qu'il y a une 12-13 ans, il y a eu, 42, il y a eu Simplon qui se sont, créés, j'en oublie sûrement d'autres, mais qui ont vraiment démocratisé, le code pour le Mmh. coup, à des gens, qui n'en avaient jamais fait de leur vie. J'ai un bon ami qui en a fait l'expérience, qui pareil, passait pas mal d'années sur son canapé et qui a fini, développeur. Et grâce à 42 et en fait, là, vous rajoutez non seulement une dimension no code, mais aussi une dimension, ESS Mmh. et donc que ce soit sur, la partie, insertion comme tu l'as bien dit, mais aussi en termes de, comment dirais-je? De, respecter finalement les exigences, légales, réglementaires sur ces aspects aussi insertion. Mmh. Bah, vous êtes une super réponse à ces sur ces aspects-là, quoi.
En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Hem, Aujourd'hui, on voit aussi l'intérêt que ça porte puisqu'on développe cette formation, enfin, on a un partenaire à Rennes, sur lequel on propose la formation, avec l'objectif d'ici 2026 effectivement de pouvoir, avoir le modèle complet, formation et entreprise d'insertion. Hem, on voit à la fois côté bénéficiaire, le besoin auquel, ce modèle répond. Parce que, finalement, voilà, ça permet aussi à des personnes qui ont qui ont un potentiel, ou en tout cas qui sont intéressées par le numérique, d'accéder à des métiers qui, sont pas forcément accessibles ou auxquels ils n'ont pas forcément accès via des formations, classiques aujourd'hui et finalement d'accéder à des métiers qualifiés. Un métier qualifié, mais un métier aussi avec une possibilité d'évolution de carrière. C'est-à-dire qu'une personne qui entre en tant que développeur no-code dans une entreprise peut ensuite, continuer à monter, sur d'autres aspects, sur d'autres compétences, au sein de l'entreprise. Donc en fait, voilà, c'est un métier avec une belle évolution de carrière. Et donc ça ouvre d'autres portes, pour les bénéficiaires et côté entreprise aussi, on voit effectivement l'intérêt de pouvoir, à la fois, faire appel à des personnes qui répondent à ces critères d'insertion, donc clause sociale, RSE et en même temps, répondre à un besoin, très pratico-pratique de, développement d'applications, de régie donc voilà, donc tout ça pour dire que, on voit aussi, on est pas mal, finalement, démarchés, j'allais dire, ou en tout cas, on il y a des opportunités, je pense, de développement sur d'autres territoires, en France. Heu, donc c'est intéressant et surtout, j'ai l'impression que ça ouvre la porte, en fait, à d'autres possibilités et ça répond à un vrai besoin, sur le terrain. Tu as commencé à répondre à ma question suivante justement, donc là, tu évoquais le fait de disséminer un petit peu le modèle, au carré. Oui, Est-ce que tu vois, enfin vous avez quelles sont les ambitions pour au carré pour les années à venir? oui. Bah, notre ambition, c'est de, continuer, à avoir un impact qui soit, positif, à être aussi, à continuer en fait, à avoir la qualité enfin, ça s'appelle pas au carré pour rien, j'allais dire. Mais, finalement, la qualité des prestations est extrêmement important pour nous. Donc Bien c'est-à-dire sûr. qu'on a un objet notre raison d'être, c'est, l'objet social. C'est le fait de pouvoir, permettre enfin, d'accompagner ces bénéficiaires et permettre aux bénéficiaires d'accéder à des métiers, du numérique. Comment on le fait donc avec, voilà ce dont on parle depuis tout à l'heure, le développement d'applications, la montée en compétences et cetera. Hem, la qualité des livrables est extrêmement importante pour nous Mmh. parce que c'est ce qui fait que le modèle tient. Le Bien client est sûr. satisfait, le client, voilà, revient, parle de nous, et de la même manière, un bénéficiaire, on se doit de lui apprendre correctement les choses. Donc en fait, voilà, le professionnalisme est très important et donc pour répondre à ta question, notre ambition, c'est, de pouvoir, accompagner plus de personnes, plus de bénéficiaires, donc mais toujours en gardant cette qualité de rendu à la fois sur la Limité à formation. 16 les Oui, promos comme tu donc disais. de manière très concrète, en fait, c'est ça, c'est garder, des promos à 16 personnes en présentiel avec, à la fois la formation en amont, puis, l'emploi derrière, et c'est, s'implanter sur d'autres territoires. OK, excellent. Voilà et idéalement avec des partenaires qui sont déjà présents sur le territoire. OK et justement, ceux qui peuvent vous ou qui veulent vous aider, on te contacte, Et qu'est-ce qui se bah, passe? oui. Bah, déjà, oui, effectivement, pour nous aider, en tout cas, il y a enfin, toute aide est bienvenue. Mmh mh. Donc, ouais, on peut me contacter assez facilement. Hem, je sais pas, est-ce que je donne mes coordonnées ou Non, enfin comment, juste, si tu es dispo sur LinkedIn ou oui, oui, le bah, site ouais, de Au Carré. Au oui, Carré, c'est point tech. Alors point au tech, ouais. carré Je savais qu'il y avait AUCA2RE il y avait une point subtilité. TECH, oui. OK, parfait. Et effectivement, ouais, il y a ça et puis après,
Après pour, une autre manière de nous aider aussi, c'est, toute entreprise qui a un besoin, de développer une app, de faire appel à une ressource, heu, voilà, une ressource, un développeur no code, Ouais. de pas hésiter à Même penser à nous un pour, développeur tout court finalement, les gens ont pas ne savent pas forcément si c'est oui, du no-code ou c'est pas. ça, c'est ça. Nous, on de toute façon, on fait une évaluation aussi au début, du projet pour voir si effectivement c'est quelque chose qu'on peut faire. Hem, voilà et après, si on sait pas, on voilà, on est plutôt, honnête là-dessus aussi. Mais du coup, effectivement, c'est de pas hésiter à nous contacter, pour qu'on puisse, voir si on peut, faire travailler nos développeurs, no code sur, le projet. OK, parfait et j'aurais 2 dernières questions à te Mmh. poser. La première, c'est qu'est-ce que tu dirais, à Jessica lors de son premier jour dans ce fameux grand groupe, industriel allemand? Heu, Si tu devais la rencontrer là, aujourd'hui, quels conseils tu lui donnerais? Je lui dirais que, je lui dirais j'allais dire de pas perdre espoir, mais, c'est pas tout à fait le bon terme, mais, c'est le changement est un process très long, enfin très long, en tout cas, plus long que ce qu'on ne pense parce que en tout cas, la Jessica de l'époque voyait le résultat chez les autres en se disant, «Comment ils ont fait?» Mais en fait, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas du jour au lendemain et on a tous besoin de passer par différentes étapes. Alors, chacun a ses propres étapes, Tout à fait. mais c'est d'accepter en fait, d'accepter qu'on passe par ces étapes et de pas croire que les autres font mieux Ouais. et y arrivent en un claquement de doigts. Ouais, c'est clair. On C'est a ça. toujours tendance à voir, on va dire la vitrine Mmh. extérieure, mais on sait pas ce qui se passe dans la cuisine et Ouais. c'est pas tous les jours facile en cuisine. Oui, c'est pas tous les jours facile et je pense on le dit pas forcément parce qu'en fait, on voit la personne au moment T. Donc Bien on se sûr, dit: «Ah, elle a fait ça, elle a, elle a réussi à sortir de son carcan, elle a réussi à déconstruire certaines choses». En tout cas, pour moi, c'était ça et en fait, je sais pas combien de temps ça a mis à cette personne-là, que je vois au moment T, pour arriver à ce stade aussi. Donc voilà, je dirais ça à la Jessica de faire confiance au process, on peut dire ça comme ça. et de s'écouter, quoi. C'est ça, ouais. OK, nickel et dernière question, d'autant plus d'actualité puisque, tu attends un heureux événement prochainement. Mais là, on va se projeter encore plus loin. On va dire que, tu peux parler à tes petits-enfants. Heu, Finalement, comment tu leur parlerais de pourquoi tu as fait au carré? Donc là, mettons dans pas mal d'années puisque tu vas redevenir maman, donc mettons dans peut-être, 40-50 ans, histoire que tu puisses avoir des conversations, professionnelles, quoi. Comment Ouais. tu leur en parlerais? Hem, je pense que, je leur dirais que, j'ai fait ce choix pour être alignée avec moi et avec moi-même et que, c'est peut-être le plus important, en tout cas pour ma part, hein, Bien et sûr. j'aimerais leur transmettre ça, en fait. J'aimerais leur dire, «Peu importe le choix, que tu fais, le plus important c'est de pas le regretter plus tard» et moi, je fais ce choix-là aujourd'hui parce que je sais enfin, je veux pas le regretter plus tard et je sais que c'est ce que je dois faire aujourd'hui pour ne pas le regretter. Peut-être que dans 5 ans, ça changera complètement et je fais confiance au process en me disant: «Dans 5 ans, si je dois changer, bah, ça changera». Mais aujourd'hui, c'est ce que je ressens au plus profond de moi pour être alignée avec moi-même et c'est ce que je donnerais comme conseil à mes petits-enfants ou, voilà, si je suis là pour les voir, ou si j'en ai d'ailleurs. Mais en tout cas, mais de manière générale, en fait, c'est de se dire, ce qui est difficile finalement et ce qu'on n'apprend pas forcément, c'est de s'écouter. C'est de Ouais, se dire, «De quoi ai-je besoin?» au-delà de, on est, constamment, on a constamment des images de réussite, de projections. On est entouré de ça, on est entouré ouais, tout à fait. d'images qui sont pas forcément nous-mêmes et en fait, c'est de voilà, de réussir à se détacher de tout ça et de se dire qui qu'est-ce que j'aime en fait voilà et de le faire. Mais ça demande un certain temps. Je pense que voilà, c'est normal, ça arrive pas du jour au lendemain
Voilà un peu, ce que je dirais dans 45 ans. C'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, merci beaucoup Jessica. Bah, merci. C'est une super, histoire, une super aventure, avec Au Carré, et donc j'étais content d'en savoir beaucoup plus. Très bonne, continuation. Bah, merci Brieux et merci pour l'invitation. Bah, de rien. J'adore ton t-shirt. Je t'avais pas dit, mais Merci. À la prochaine. à la prochaine.